Réflexion socio-économique 14. Enjeux connexes et perspectives scientifiques. Les conditions objectives de l'équilibre sociétal durable, établies grâce aux observations qui précèdent, semblent en tout point confirmer la faisabilité d'un progrès historique sans précédent, dont l'intérêt n'est rien de moins que l'émancipation des terriens vers un niveau supérieur d'humanisation, via la codéfinition de la justice sociale et de la justesse économique, la disparition totale de la pauvreté et de la surexploitation, et surtout l'établissement définitif des conditions de la paix civile et de l'équité minimale et légitime que cette dernière présuppose. Sachant que les moyens organisationnels, techniques et scientifiques d'aujourd'hui permettront bientôt de concrétiser tous les principes de cette évolution conceptuelle, le cap fixé sur l'océan faussement pacifique des relations socio-économiques s'avère aussi accessible que réaliste, et ce, d'autant plus qu'après tout, il ne s'agit que de réorganiser intelligemment un désordre jusqu'à présent historiquement improvisé, nécessité imposée autant par l'urgence écologique que par la noble cause de la paix. Si l'essentiel semble déjà démontré via les chapitres précédents, la traversée en cours ne serait pas complète sans considérer les multiples effets bénéfiques promis par la gestion délodiste et biéconomique de notre avenir sociétal, particulièrement des points de vue psychologiques, sociologiques, démographiques et écologiques, avant même de s'attaquer aux dimensions culturelles du livre 3 de ces réflexions tempérantes. 1. De l'individu à la personne. Dans le brouillard épais de la guerre socio-économique totale que l'ultralibéralisme impose jusqu'à présent, il est difficile d'imaginer la révolution psychologique et comportementale que pourra opérer le délodisme bi-économique sur chacun d'entre nous. La majeure partie des déséquilibres individuels de nature psychique ou comportementale n'est pourtant que la conséquence plus ou moins directe de contraintes environnementales néfastes via un lot quotidien de maintes frustrations, agressions, culpabilisations et autres humiliations, lesquelles ont pour source quasi unique la sourde violence inhérente à toute relation socio-économique déséquilibrée, c'est-à-dire ne respectant pas l'équipartition-répartition minimum-maximale. En effet, dans la mesure où la double nature individuelle et collective de notre essence vitale nous échappe, chaque personne se trouve déjà intérieurement tiraillée entre des besoins aussi cruciaux que contradictoires, suscitant une lutte permanente propre à nous guider vers les pires comportements, à défaut de savoir maîtriser sereinement la dualité de notre être le plus profond, lui-même noyé sous la surface de pulsions dictées par notre environnement immédiat. La multiplication des techniques zen et autres consommations de bien-être psychique, si caractéristiques d'un besoin de rééquilibrage des énergies individuelles, est on ne peut plus révélatrice de l'échec sociétal actuel au tout premier échelon de chaque individualité, car, même si certains sages suffisamment indépendants parviennent à préserver leur bulle de sérénité personnelle, ce sauvetage s'accomplit souvent aux dépens de la société, ou à tout le moins via une rupture vis-à-vis des contraintes minimales que celle-ci implique. De la même manière, les très nombreux adeptes de séances zen ou de toute activité équivalente ne profitent en fait que de simples parenthèses d'une heure, d'un week-end ou d'une semaine, dont les effets sur le reste de leur vie trépidante sont hélas éphémères, tandis que ces activités se structurent en un colossal marché, comparable à la multiplication des besoins d'accompagnement psychologique ou psychiatrique, sous forme de coaching individuel ou collectif, dans des disproportions qui sont la contre-mesure exacte de la violence sociétale. Or, les éléments individuels constitutifs d'une société ont besoin d'une forme ou d'une autre d'interaction pour exister au sens plein du terme, et seule la conscience d'une utilité commune permet à chacun de s'épanouir et d'exister humainement afin de satisfaire aux besoins sociaux dérivant de notre nature grégaire, nécessité que corroborent en creux la détresse psychique et les dérives comportementales des citoyens les plus isolés, même sous couvert d'un égocentrisme assumé. Dès lors, comme déjà observé au tout début de ce livre 2 des Tempérants à propos des relations aléatoires entre Robinson Crusoe et Vendredi, le psychodrame individuel vécu par chacun des protagonistes provient de l'ignorance de l'équilibre nécessaire entre la solidarité objective et égalitaire de leur coexistence interdépendante et la satisfaction concurrentielle et vitale de leur présence historique en tant qu'individu. Dans ce fameux exemple, l'innovation de la pensée tempérante, en matière socio-économique,
est précisément de permettre à l'un et l'autre de prendre conscience de la confusion de leur situation de fait, pour en comprendre les deux facettes complémentaires, afin de dépasser leurs réflexes primaires dans l'intérêt commun, pour enfin faire société le plus pacifiquement et efficacement possible. Cela suppose d'une part la prise de conscience chez chacun de l'intérêt supérieur d'une association aussi démocratique que possible concernant la priorisation des choix et des projets de leur micro-société insulaire, et d'autre part la partition-répartition biéconomique du travail et de la richesse qui en résulte, via le respect d'un minimum-maximum ici réduit à sa plus élémentaire expression. On comprend aisément qu'un comportement aussi éclairé a fort peu de chances de naître spontanément à l'échelon de deux individus subissant la pression d'un environnement inhospitalier, puisque, dans toute l'histoire, même les civilisations les plus élaborées ont jusqu'à présent ignoré la réalité mise au jour par la présente recherche, pour le plus grand malheur de leurs effondrements successifs. Inversement, ce n'est sûrement pas un hasard si les principes ici révélés par l'observation biéconomique et minutaire coïncident avec l'implosion tonitruante de la logique mondialiste ultralibérale, dans la mesure où c'est justement sur les plus grandes échelles qu'apparaissent les pires contradictions de la façon la plus spectaculaire, suivant ainsi la décohérence croissante observée en physique quantique. Sans doute était-il nécessaire d'atteindre ce degré planétaire d'aberration historique pour engendrer, par réaction positive, la découverte des lois et principes proposés dans ce volume, et il est à cet égard fort heureux que la même coïncidence offre sur un plateau, via la puissance de l'informatique, les moyens techniques appropriés aux calculs minutaires et aux statistiques factuelles les plus fiables, sur quelque échelle que ce soit. Le poids de l'environnement socio-économique, cette fameuse pesanteur jusqu'à présent indépassable, faute d'en respecter la double teneur, ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir expliquant les violences sociétales du passé, et chaque personne adulte, simplement informée des conditions objectives de sa nature duale, s'en trouvera libérée de toute tension ou frustration vitale, de toute pulsion concurrentielle négative, ce qui ne pourra qu'adoucir les émotions qui nous gouvernent, dont les plus irrationnelles proviennent le plus souvent d'agressions extérieures, via les formes de conflits socio-économiques étudiées dans les pages qui précèdent. La concurrence positive perdurera pour le meilleur sans plus jamais attenter à l'intégrité vitale de chacune et de chacun, entraînant l'effet corollaire d'apaiser l'individu en lui-même quant à sa légitime liberté de choix et d'action, grâce à un panachage enfin personnalisable entre le temps et l'argent à chaque période de sa vie. Au contraire de l'aliénation imposée par les monosystèmes qui poussent aux extrémités d'options individuelles ou collectives tendanciellement totalitaires, suivies de leur cohorte d'effets boomerang pervers, l'équation sociétale biéconomique se traduira par l'équilibre des émotions et comportements sous forme de bien-être psychologique et de relations pacifiées, au point de nous libérer de toutes les formes de drogue et autres excès mortifères, sans compter qu'à plus long terme, l'héritage génétique de l'ensemble de la population finira par intégrer, via le caractère ou le tempérament, les nouvelles données d'un civisme authentiquement tempérant. Compte tenu des conclusions auxquelles aboutit déjà ce volume des réflexions, il ne fait aucun doute que l'homo economicus égoïste, décrit par la théorie libérale par trop incomplète du marché, sur la seule base de l'intérêt financier ou de la loi de la jungle, évoluera rapidement en citoyen écologique supérieurement émancipé et responsable, afin de compléter la dimension historique de ses instincts primaires les plus basiques, par le respect de sa propre nature sociale, condition même de son épanouissement et de son équilibre psychologique. En même temps que vis-à-vis de son environnement, cela se traduira par le respect de sa propre nature écologique, de sa propre espèce humaine locale, autant que planétaire, à l'opposé de l'autodestruction de facto inhérente au monosystème précédemment analysé. Libéré de toute pression vitale pour devenir au contraire responsable de ses choix les plus quotidiens, l'être humain retrouvera le sens profond de son travail en même temps que plaisir naturel de consommer de façon raisonnable. Sa frénésie d'achat se tempérera en un mixage idéal d'indépendance consommatrice, centré sur une toute nouvelle notion de bien-être, dont l'évolution favorisera le savoir-faire soi-même et la créativité en lieu et place de la dépendance passive qu'implique une consommation excessive. Enfin et surtout, en ayant le temps de son côté, à la merci de ses préférences,
Il deviendra en quelque sorte l'entrepreneur de sa vie et de son destin familial, en même temps qu'un citoyen consommateur éclairé et d'autant plus conscient de ses choix qu'il en assumera plus et mieux que jamais les conséquences. L'individu auto-centré sur son nombril, dont l'isolement frustré et concurrentiel fait le bonheur du capitalisme financier, pourra librement devenir une personne à part entière, un véritable éco-citoyen qui n'aura plus à craindre la moindre dépendance vitale vis-à-vis d'autrui, ni à se croire obligé d'imiter les pseudo-modèles de réussite mis en avant par la publicité via la démagogie consumériste si intéressée de trop nombreux médias. De plus, la vie sociale n'étant plus perçue comme une lutte sans merci, chacun pourra se sentir utile aux autres sur le pied d'égalité que représenteront la participation individuelle au minimum maximum et le revenu universel qui lui correspondra, à tel point que chaque aventure professionnelle, au-delà de cette limite, deviendra un bonus des plus stimulants sans générer le stress subi qui empoisonne la vie de tant de nos concitoyens. Enfin, dès l'âge de la majorité et jusqu'à une vieillesse individuellement repoussée autant qu'il sera possible, la participation de toutes les générations adultes permettra à chacun de panacher l'emploi garanti avec n'importe quelle autre priorité estimée utile en fonction des contraintes propres à telle ou telle tranche de vie, décrispant d'autant les rapports intrafamiliaux et comblant ainsi les fossés intergénérationnels. 2. Vers de nouveaux rapports interindividuels et sociaux. Les progrès qualitatifs induits par la biéconomie délodiste seront la base d'un mode de vie supérieurement équilibré, quel que puisse être le niveau de vie localement rendu possible par les conditions historiques et géographiques, sachant bien sûr qu'en toute logique, les sociétés les plus défavorisées auront intérêt à mutualiser ou socialiser plus d'énergie humaine, tant que l'économie privée encore atrophiée n'impliquera pas une proportion suffisante de citoyens, selon le principe de compensation interdomaniale. Concernant les rapports interindividuels de proximité, le mode de vie familial, enfin solidement fondé sur l'égalité des sexes grâce à l'émancipation individuelle minimale désormais garantie à toute personne majeure, ne pourra que pacifier les relations de couple tout autant que les contacts entre générations, puisque, sitôt devenus adultes, les jeunes pourront exister pleinement en tant que citoyens autonomes, même en poursuivant leurs études. La liberté acquise par l'assurance de pouvoir changer d'orientation et expérimenter de nouveaux contextes professionnels tout au long d'une vie aura pour effet de développer les capacités de chacun et de rééquilibrer le psychisme, via l'appartenance généralisée à une même condition citoyenne minimale, stimulant ainsi la conscience sociétale d'une identité humaine et républicaine effective. La répartition des rôles familiaux, plus particulièrement dans le domaine crucial de l'éducation des plus jeunes enfants, évoluera pour le meilleur en libérant les parents du dilemme cornélien d'aujourd'hui, puisque le partage des tâches parentales et de la présence au foyer se verra facilité par la possibilité généralisée d'un travail à mi-temps, permettant aux deux parents de se relayer et de s'organiser sans le moindre stress indu. Enfin, face à l'actuelle précarité des étudiants et aux énormes difficultés socio-économiques qu'ils rencontrent dans la poursuite de leurs études et surtout en matière d'insertion professionnelle, la garantie citoyenne du revenu universel et son activité minimale correspondante offriront à chacun les droits et devoirs d'une véritable émancipation dès la majorité légale, en pleine responsabilisation d'un libre choix d'avenir, assurant la même sécurité vitale et la même dignité à tous les jeunes adultes, et ce, dès l'âge de 16 ans, comme il sera recommandé dans la suite de ces réflexions. Ces attentes logiques complètent les observations déjà largement faites concernant les relations professionnelles entre collègues comme entre employés et employeurs, ainsi que la transformation des loisirs de consommation en activités créatives individuelles ou partagées, sur fond de maîtrise du temps libre et d'implication citoyenne accrue. On peut donc parier que la teneur même des relations sociales se transfigurera grâce à l'effet équilibrant d'un système devenu bi-économique, comme pourront aisément l'observer les sociologues d'un proche avenir, preuve a posteriori que l'apaisement des relations humaines et l'établissement de l'équilibre sociétal durable présupposent bien la partition-répartition minutarisée en réponse aux exigences de notre double nature. Dès lors,
Ces nouvelles conditions d'existence à l'échelle interindividuelle seront propres à susciter des équilibres macro-sociétaux à la fois permanents et dynamiques, puisque, grâce à la double existence domaniale de chacun, l'égalité minimale et légitime enfin concrétisée aboutira à une société économiquement démocratique dans laquelle l'ascenseur social ne pourra plus être indûment bloqué par une minorité. Dans des conditions aussi favorables, le développement des initiatives individuelles les plus saines induira un enrichissement commun via une croissance mesurée en progrès, dans le sens humain de ce dernier terme, confortant ainsi la justice objectivement fondée d'une paix civile peu à peu mondialement contagieuse. L'évolution de la mentalité collective qui colore le bain moral ou philosophique sous-jacent à chaque ensemble sociétal humain dictera donc à long terme de nouveaux comportements supérieurement épanouissants à chacun des étages d'une maison commune devenue plus solide et pérenne que jamais, permettant à notre histoire de poursuivre sa course de façon à la fois pacifique et écologiquement vertueuse. La nouvelle règle du jeu ainsi établie par le calcul biéconomique ne pourra que favoriser le développement harmonieux et autonome des pays les plus pauvres d'aujourd'hui, moyennant l'avènement inévitable d'une démocratie délodiste adaptée à chaque culture locale, tandis que de son côté, le surdéveloppement des pays les plus riches se tempérera de façon quasi automatique grâce à l'émancipation socio-économique et politique de tous les citoyens concernés. L'assainissement des pratiques et des comportements, conforté par la précision universelle du calcul minutaire appliqué à tous les échanges, depuis les individus jusqu'aux nations et continents, permettra de faire respecter l'intégrité de chaque pyramide sociétale cohérente et de son équilibre interdomanial dans des conditions objectives, suscitant dès lors nombre d'alliances ou fusions rationnellement fondées sur l'intérêt commun en lieu et place des luttes d'influence qui asservissent des peuples entiers sous la coupe des surdominants, dont la logique impérialiste est systématiquement source de divisions, puis de conflits et autres guerres régionales ou mondiales. On comprend donc mieux que jamais le lien étroit ou l'effet de synergie des phases politiques et socio-économiques de tout édifice sociétal, puisque les conséquences perverses des violences et abus de pouvoir minoritaires font monter la surpression des contradictions intérieures ou nationales jusqu'au point de les transposer à l'international, impliquant une forme ou une autre d'ingérence dominatrice propre à remplacer les échanges commerciaux les plus justifiés par le commerce des armes et la contagion mortifère qui va de pair contre de soi-disant ennemis. La continuité progressive de toutes les échelles de contact humain tisse le lien unissant chaque individu à l'humanité tout entière, ce qui crée les conditions d'un transfert psychologiquement positif ou négatif d'énergie ou rayonnement socio-économique qui peuvent être sains ou malsains, constructifs ou destructifs, bénéfiques ou pervers, selon les intentions et comportements dictés par l'intérêt historique apparent. De fait, tout régime monosystémique et non démocratique produit une dose croissante de violence, d'injustice, de haine et autres frustrations dont la contagion est en tout point comparable à celle d'un virus pandémique, pour finir par la division sociétale ou intersociétale qui permet à chacun de se désigner un bouc émissaire confortable, justifiant alors les pires agressions verbales ou physiques. Au contraire de cette stupide logique, les conditions de vie et de justice assurées par la biéconomie délodiste promettent l'imitation élargie de la bonne et unique recette sociétale qu'autorise désormais le dépassement objectif de nos réflexes primaires historiques, tant il est vrai que les peuples sont toujours majoritairement pacifiques, pour peu qu'ils apprennent à s'assumer, afin de se libérer des égos dilatés et illégitimes qui les gouvernent. Pour finir, on peut être assuré que l'émancipation humaine sans précédent, qui résultera d'une telle évolution, décuplera, voire centuplera, les occasions de tester, d'expérimenter et de révéler ainsi les meilleures solutions pratiques à chaque besoin ressenti comme utile, non seulement dans le contexte du secteur privé et de son marché logiquement lucratif, mais plus encore au sein même du secteur public, à titre de partage ou de don à la collectivité, sans autre récompense que le privilège de laisser son nom à la mémoire commune, en tant que citoyen ayant participé au progrès de l'humanité. 3. L'enjeu démographique et alimentaire. L'échec patent du système actuel,
mondialisé sur la seule base du surprofit, encourage un catastrophisme de bon aloi aux divers étages de nos sociétés malades, largement amplifié par l'effet multiplicateur de médias toujours avides de sensations, au point de persuader les humains qu'ils sont condamnés à périr en tant qu'espèce terrestre, sous le coup d'une équation impossible impliquant la croissance démographique vis-à-vis des ressources alimentaires, tandis que l'incertitude résultante se double d'un crucial dilemme opposant le développement économique à son impact écologique. Noyées sous la pression d'informations toujours plus alarmantes, les populations les plus conscientes de la planète en font une dépression collective chronique, culpabilisant jusqu'à préférer ne plus faire d'enfants, ces derniers étant vus comme des prédateurs et pollueurs en puissance, à l'encontre de l'instinct vital de reproduction propre à chaque espèce vivante, comme si les humains n'avaient plus le droit d'exister et de donner sens à leur supériorité spécifique. Ainsi, les peuples actuels se trouvent-ils prisonniers d'une analyse d'autant plus déprimante que le modèle ultralibéral, économique stricto sensu, se prétend universellement imposé comme la seule évolution possible, ce que résume le trop fameux leitmotiv « There is no alternative » d'une Margaret Thatcher. Plus que déçus à juste titre par les expériences sociétales monosystémiques du socialisme et du communisme, écœurés par l'ingérable complexité de systèmes mixtes et confus pilotés depuis des décennies par et pour les puissances financières, les peuples subissent de plein fouet les contradictions du capitalisme débridé à la façon d'une fatalité, tandis que les gagnants les plus fortunés de ce jeu de dupes se prennent à imaginer le monde parfait d'un homme digitalement augmenté, devenu amortel, et dès lors tenter de supprimer des générations futures rendues inutiles. Dans ces conditions, il n'est guère surprenant que s'installe un catastrophisme psychologiquement destructeur au sein même des pays qui surdominent le monde, lequel se présente désormais comme une société planétaire, où se transposent tous les constituants de n'importe quelle entité collective, via l'ordre économique dicté par les maîtres du marché, et au prix du désordre social, culturel et politique que l'on sait. Au bas de l'échelle, les pays les plus pauvres se trouvent ainsi maintenus dans le cercle vicieux d'un sous-développement propre à perpétuer la surpopulation et son lot de famine ou de malnutrition, avec la complicité directe de régimes autocratiques ouvertement corrompus, pour mieux en piller les précieuses ressources via le néocolonialisme de la libre concurrence, ce qui a pour effet démographique de maintenir les populations concernées dans un mode de vie trop précaire pour faire évoluer à la baisse le taux de natalité, alors même que celui de mortalité s'est déjà considérablement réduit grâce à de réels progrès en matière d'hygiène minimale et de médecine. Il est tout à fait normal qu'à l'occasion du décollage spécifique que représente tout développement socio-économique, une période dite de transition démographique aboutisse à une explosion numérique, le temps que les deux taux en question s'équilibrent enfin, puisque de fait, l'évolution des mentalités et des comportements est plus lente que celle des progrès techniques et matériels qui la suscitent. Cela dit, la pauvreté dérivant de l'injustice croissante de la loi du marché mondialisé, jointe aux abus politiques, aux traditions figées et autres luttes ethniques, ne fait que prolonger indûment cette étape temporaire en interdisant la mise en place des premiers maillons d'un micro-développement, condamnant les populations concernées aux pires manipulations sur fond de survie et d'enfer quotidien. Un peu plus haut dans l'échelle mondialisée de la spécialisation des tâches, telle que cette dernière se voit planifiée par la monologique mercantile et financière, les pays émergents, parmi les plus peuplés, sont transformés en ateliers du monde, à l'image d'une nouvelle et vaste classe moyenne majoritairement inférieure, accablée de surtravail, de responsabilités, d'impôts et de taxes, à la fois pour le plus grand profit d'une minorité dominante et pour le vain secours aux populations les plus démunies via la subséquente croissance des coûts socio-palliatifs, et selon le principe pour le moins hypocrite d'une charité minimale en lieu et place de justice. Dans la plupart de ces pays, le bouillonnement démographique transitoire est déjà en passe de se stabiliser en raison du développement socio-économique, ainsi que via les nouveaux modes de vie qu'une telle évolution implique, ce qui promet à terme un relatif vieillissement de ces populations, pour peu que l'ensemble de chaque entité démographique soit concerné par le progrès, en termes de confort, d'activité et plus encore d'éducation,
a fortiori dès lors que les femmes parviennent à s'émanciper autant que les hommes, ici, dans la seule limite de ce verbe, en contexte de marché ultralibéral. Les évolutions démographiques de ces vastes entités confirment la tendance générale d'une baisse de natalité sur un palier assimilable à un haut plateau que le développement correspondant devrait stabiliser à plus long terme, pour peu que les principaux équilibres socio-économiques soient réellement respectés, ce qui ne saurait être dûment le cas sans recourir tôt ou tard à une gestion biéconomique et délodiste. De plus, les injustices sociales, particulièrement contrastées dans ces pays à forte croissance, ont pour effet pervers d'accroître la proportion de familles nombreuses en état de pauvreté, à la façon de la précarisation observable jusque dans les pays supposément développés. S'agissant de ces derniers, et nonobstant les effets natalistes de l'immigration postcoloniale, la situation démographique se caractérise par une tendance nette à la dépopulation, via un taux de remplacement générationnel devenu négatif, dérivant sans doute principalement d'une contradiction rendue aberrante entre niveau de vie et mode de vie. Car l'aliénation collective entraînée par la décadence sociétale en cours, sur fond d'injustice croissante, de stress urbain et de rythme fou, exprime le coût humain qu'impose la priorisation de l'argent sur le temps, faute de partition-répartition biéconomique, phénomène que semble corroborer en tout point l'observation des populations urbaines, en particulier au sein des plus grandes métropoles, dans lesquelles les conditions de vie sont devenues tristement incompatibles avec l'équilibre des couples et des familles, aggravant d'autant le vieillissement et la diminution de la population, non sans révéler au passage d'énormes disparités locales ou régionales. Dans ce pitoyable décor démographique dont l'échelle planétaire reproduit, en pire, les incohérences sociétales de tout monosystème excessivement libéral, l'enjeu agroalimentaire correspondant se présente comme un défi impossible, opposant le gaspillage éhonté de pays riches, désormais préoccupés par le diabète, le mauvais cholestérol et autres maladies cardiovasculaires létales, à la malnutrition ou à la famine des populations les plus pauvres, avec pour conclusion hâtive la vision d'un avenir apocalyptique fait de surpopulation et de rareté symétrique des ressources alimentaires. D'un certain point de vue, les extrapolations des prévisionnistes sont déjà vérifiées par les faits, dans la mesure où, précisément, si l'on maintient les paramètres sociétaux du libéralisme monosystémique actuel, l'avenir immédiat peut paraître suicidaire pour l'espèce humaine et la planète. Néanmoins, sachant que la seule issue possible, bi-économique et délodiste, est désormais disponible, l'espoir peut enfin remplacer le pessimisme, puisque l'équilibre sociétal devient techniquement accessible, libérant bientôt l'humanité de la violence des rééquilibrages à la fois darwiniens et malthusiens qui s'opèrent dans la douleur sous forme de guerre, de famine ou d'épidémie en particulier, chaque fois que les humains se trompent de direction. Pour l'essentiel, la surpopulation apparente et son enjeu alimentaire actuel ne sont que la conséquence directe de l'échec sociétal ultralibéral en termes de partage ou de distribution de la richesse via le travail qui en est la seule véritable source, la preuve historique et irréfutable de la faillite monosystémique la plus violente qui soit, attestant, sur une échelle devenue planétaire, l'effondrement on ne peut plus logique d'une impossible pyramide. Avec une volonté politique assumée dans l'intérêt majoritaire, ainsi que des moyens humains ou financiers intelligemment coordonnés, de nombreux pays ont déjà pu démontrer que ni la surpopulation, ni même la pauvreté apparente des ressources naturelles ne constituent des obstacles insurmontables. Lorsque les bonnes priorités sont établies, des déserts peuvent devenir des oasis de cultures maraîchères, et l'agriculture diversifiée la plus traditionnelle ou biologique peut être aussi rentable et productive que les immenses champs empoisonnés des économies agro-industrielles, sans entraîner les contre-effets qui se payent a posteriori en ruinant la santé publique. Car, au fond, tout est une question de juste répartition minimale, moyennant quoi notre densité démographique est loin de mettre en péril la planète ou d'entraîner une famine inéluctable. De plus, de très nombreuses solutions techniques écologiquement saines et déjà localement validées à travers le monde entier n'attendent que la liberté et l'égalité minimale de chance, interdites par le marché actuel, pour régénérer les provinces et redonner sens au territoire de chaque pays,
avec la promesse garantie de ressusciter l'emploi dans un équilibre géographique, écologique et sociétal, enfin établi et pérennisé. Le contraste révoltant qui oppose la suralimentation des uns à la famine des autres, tout comme la surcroissance des premiers au sous-développement des seconds, montre une fois de plus que l'absence de partition-répartition biéconomique et de priorisation délodiste condamne toutes les sociétés monosystémiques au grand écart fatal d'une forme d'extrémisation, même s'agissant des équilibres internationaux, et ce, du seul fait de l'exportation des contradictions nationales jusqu'à l'échelle planétaire. Face à cette logique insensée, qui fait encore boiter les sociétés humaines sous l'effet de l'hypertrophie de leurs jambes droites, la solution proposée dans le présent volume constitue non seulement la seule issue pacifique possible, mais plus encore la seule façon efficiente et efficace de gérer toutes les ressources disponibles en respectant l'environnement, non sans faire évoluer simultanément l'ensemble des terriens jusqu'à la tempérance socio-économique. En effet, les conditions de l'existence à venir en milieu délodiste et biéconomique, de par l'équilibre structurel qui caractérise cette solution sociétale, ne pourront qu'inciter chacun à la tempérance comportementale jusqu'à présent interdite par nos vains réflexes primaires. S'agissant de démographie, le dit équilibre se fixera librement à égale distance des excès qui opposent l'instinct de survie et la dépendance religieuse ou idéologique des peuples les plus pauvres à l'absence totale de temps et de libre choix caractéristique des économies surdéveloppées, pour enfin respecter spontanément, en moyenne, un taux de remplacement intergénérationnel cohérent avec les conditions sociétales et environnementales, permettant dès lors de stabiliser avant longtemps la population mondiale en lui faisant conclure sa transition démographique. Parallèlement, sur le plan alimentaire, enfin apaisé par la sécurisation universelle de la partition-répartition biéconomique et la jouissance d'une vraie liberté de choix, le mode de vie à venir laissera s'épanouir la sagesse spontanée du bon sens commun le plus partagé, en libérant les citoyens des excès si affligeants et à terme mortifères, de la malbouffe et de la surconsommation. En effet, la base oppressante d'un rythme de vie imposé étant appelée à disparaître en même temps que la schizophrénie de ses contradictions, les excès alimentaires, tout comme les drogues refuges, n'auront même pas besoin de se voir interdits pour s'effacer peu à peu du paysage sociétal, dans la mesure où les habitudes abusives les plus néfastes sont avant tout dictées par l'absence totale de choix librement responsable entre le temps et l'argent, via le stress d'un rythme fou, ou son symétrique d'exclusion des œuvrements, transformant aussitôt n'importe quel support en une addiction aliénante, en tant que refuge psychologique d'une vaine fuite en avant par dopage face à un mode de vie dépourvu de sens. C'est donc bien par la constitution de sociétés délodistes et biéconomiques, en faisant évoluer en direction de leur liberté les mentalités et les cultures encore soumises à quelque abus de pouvoir non démocratique, et afin de responsabiliser tous les citoyens sur un unique contrat social équitable, simple et objectivement fondé, que la paix des humains et l'équilibrage de tous leurs comportements quotidiens coïncideront, seule façon d'éviter bientôt les effondrements périodiques des pyramides sociétales passées et actuelles. L'équilibrage psychologique individuel et collectif déjà mentionné plus haut dictera à chacun le meilleur choix responsable et possible s'agissant du nombre d'enfants souhaités par un couple ou du mode d'alimentation optimal de néofamilles désormais apaisées, parmi lesquels nombre de divorces, directement ou indirectement causés par les conditions de vie ubuesques de nos sociétés incomplètes, pourront se voir évités. Car c'est au cœur d'une vie conjugale et familiale librement choisie, avec enfin le temps de se connaître et d'évoluer ensemble, que les néo-citoyens délodistes pourront souder plus solidement que jamais le tout premier maillon de la communauté humaine, l'égalité vitale assurant une cordée mutuellement émancipatrice entre les partenaires de chaque couple, tout comme entre les grands-parents, les parents et les enfants majeurs. La surpopulation et la précarité alimentaire sont en réalité très relatives à l'échelon planétaire, dans la mesure même où ces drames sont dus à une absence de développement harmonieux, du point de vue sociétal, au sein même de chaque pays, comme entre toutes les nations du monde. Ces plaies intolérables se cicatriseront sans aucune difficulté
sitôt ajuster les règles du jeu en faveur de l'équilibrage optimal promis par les solutions tempérantes. En milieu délodiste et bi-économique, être nombreux ne saurait constituer qu'un avantage. Dès lors que le travail se trouve partagé sur la base d'un emploi à mi-temps, au minimum, grâce au principe absolu de la partition-répartition interdomaniale à 50% brut. Tandis que cette garantie citoyenne poussera spontanément des millions d'humains enfin libérés à quitter les méga-conurbations invivables pour régénérer toutes les provinces au travers d'une véritable reconstruction écologique, pour reprendre ici les propres termes de l'économiste Gaël Giraud. Puisque la vraie source des richesses utiles réside dans l'activité socialement interdépendante de chaque personne, plus une population délodiste et bi-économique sera numériquement importante, plus il lui sera facile de satisfaire un maximum de besoins universels, tout en travaillant d'autant moins pour y parvenir. Le travail, en tant qu'utilité commune, et aussi vital qu'il soit dans la raison d'être qu'il procure tant matériellement que socialement, n'est pas le seul but de la vie, mais le meilleur moyen de se libérer semi-collectivement pour ainsi profiter de toute autre forme d'activité personnelle ou partagée, grâce au choix qu'autorise le respect et la maîtrise équivalente du temps. Précisément, seule la prochaine mise en place d'une partition-répartition minutarisée permettra d'équilibrer à minima la distribution du travail et des richesses entre tous les acteurs socio-économiques, en respectant totalement la légitime liberté individuelle d'entreprendre, afin de tenir compte à égalité de la double nature de chacun, sans plus aucun risque de déviance nocive ou d'abus de pouvoir socio-économique, condition incontournable d'une pacification généralisée dont l'intérêt supplémentaire sera de supprimer, en même temps qu'un endettement objectivement fictif, la surexploitation de la vie humaine, des énergies et autres ressources terrestres d'un unique écosystème planétaire. 4. L'enjeu écologique face au développement. Toute personne écologiquement motivée trouvera sans doute, à la lecture des tempérants, qu'une indécente portion congrue est laissée à la dimension environnementale dans le cadre de cet écrit, compte tenu de la gravité des enjeux planétaires en matière de pollution agricole ou industrielle et de réchauffement climatique, sachant que l'urgence se fait sentir de façon désormais incontestable à tous les niveaux de ce drame historique. Précisément, la surabondance d'ouvrages, de recherches et autres témoignages souvent fort pertinents en la matière ne nécessite aucune surenchère redondante, si ce n'est la prise en considération de l'effet délodiste et bi-économique face au débat et à la mise en place des solutions écologiques aux urgences actuelles, sachant par ailleurs qu'à l'instar des véritables écologistes, toute personne consciente ou lucide comprend déjà que seule une refondation sociétale entière permettra de sortir de l'impasse qui se précise à grands pas. L'essentiel des dégâts écologiques dus au superpouvoir acquis par l'espèce humaine concerne principalement la pollution des éléments naturels et vitaux que sont l'air, la terre et l'eau, ainsi que la disparition artificielle de milliers d'espèces animales ou végétales, en particulier via l'usage des pesticides et autres procédés chimiques industriels, avec pour effet corollaire la détérioration de notre propre cadre de vie et, pire encore, l'empoisonnement de notre santé résultant d'une alimentation appauvrie autant que surabondante, ainsi qu'une hypermétropolisation urbaine devenue peu à peu invivable. Force est ici de constater que ces dégâts sont directement liés au développement matériel de nos sociétés humaines, participant de façon évidente à un réchauffement climatique qui par ailleurs dépasse notre responsabilité pour 75% de son amplitude, selon une libre opinion purement intuitive déjà exprimée dans le livre Un des tempérants, corroborée ici toutefois par la preuve de prélèvements glaciaires dont les carottes révèlent que vers 4500 avant notre ère, tous les continents ont subi un réchauffement planétaire très soudain, sur une durée de 20 ans, dont la sécheresse consécutive a temporairement détruit l'Égypte pharaonique, ce qu'attestent d'abondants hiéroglyphes, alors même que les humains ne pouvaient en être tenus responsables. Il est dès lors préférable de réfléchir calmement sur toutes les formes de pollution directe que nous causons effectivement et sur lesquelles il y a moyen d'agir en ajustant conséquemment nos priorités sociétales, sans pour autant culpabiliser au-delà d'une responsabilité très limitée
en ce qui concerne les rouages gigantesques et incontrôlables de la dynamique planétaire, et surtout interplanétaire, dont l'horloge géante détermine les ères climatiques successives en parfaite indifférence vis-à-vis de notre microscopique humanité. Cela étant dit, qu'il s'agisse là de réduire les conséquences écologiques négatives de nos décisions et comportements, ou de s'adapter aux violents caprices de la nature et de l'univers, il est facile de comprendre qu'une société devenue enfin juste et pacifique constitue la condition même de l'efficacité maximale de toute politique écologique, a fortiori basée sur la responsabilisation la plus locale qu'il se peut, s'agissant de la mise en pratique et du contrôle de décisions nationales, ainsi qu'internationales, réellement démocratiques. Car face aux mutations impliquées par les défis écologiques, la solution délodiste assurera la justesse et la justice de nos comportements collectifs, tout autant que la partition-répartition bi-économique apaisera nos relations individuelles avec la nature, en conséquence directe de la maîtrise de notre propre nature humaine. L'impact de l'espèce humaine est le résultat de comportements, de décisions, de choix et autres options techniques plus ou moins tolérées ou avalisées par nos sociétés via la loi, et répondant à des priorités, hélas, encore dictées par le seul profit immédiat, dans une vision maximisante et court-termiste dont l'aveuglement est désormais avéré pour tout un chacun. Cela dit, il serait gravement dommageable de remettre en cause la nécessité totalement légitime d'un développement planétaire dûment équilibré sous le seul prétexte que l'ultralibéralisme gaspille et pollue délibérément, de façon il est vrai aussi désastreuse que suicidaire. Car c'est principalement la modalité, le mode opératoire du développement prôné par le capitalisme financiarisé, dans un cadre monosystémique et non démocratique, qui enferme le cœur du problème écologique actuel dans un cercle vicieux aux conséquences gravissimes, imposant tous les abus et autres contournements imaginables dont la puissance politique et corruptive des lobbies industriels ou financiers fait encore preuve afin de promouvoir ou faire perdurer les pires pratiques anti-écologiques par souci de rentabilisation maximale, avec la complicité difficilement cachée d'un double langage politicien, pendant que les coûts et autres conséquences sociétales ou sanitaires sont supportés par les citoyens en tant que travailleurs, contribuables ou consommateurs. C'est donc ainsi, en raison de l'absence de toute démocratie véritable, socio-économique et politique, que, par l'effet boomerang de mauvais choix imposés aux citoyens, les humains se trouvent bien autant menacés que la planète et l'ensemble des formes de vie qu'elle contient. La mise en place d'une constitution délodiste, propre à respecter systématiquement le choix majoritaire le plus direct des citoyens, sur la base d'un processus de débat donnant à chaque voteur ou décideur une vision complète des pour et des contre suscités par chaque proposition ou projet, sera la meilleure garantie du respect de l'intérêt général en matière d'équilibre écologique et de santé, et les choix qui seront faits, en toute conscience et transparence des enjeux concernés, permettront de prendre en compte mieux que jamais les conséquences écologiques des options débattues, sans dépendre du pouvoir égoïste d'une minorité politique dominante trop facilement soudoyée par les intérêts privés ou influencée par des experts qui sont à la fois juges et parties. Ainsi, les priorités pourront-elles être définies selon la préférence majoritaire, ce qui n'empêchera nullement les minorités de faire avancer leur thèse de façon démocratique, via l'expérimentation, l'information et le débat citoyen, jusqu'à pouvoir rallier la majorité citoyenne à leur cause, sitôt que celle-ci s'avérera préférable ou historiquement légitime. Grâce au néo-cadre républicain délodiste, les contradictions écologiques si patentes, qui caractérisent souvent la vacuité des discours et promesses par rapport aux décisions finales opposées qui sont prises, disparaîtront au profit de la cohérence, tandis que les citoyens, devenus responsables, tant individuellement que collectivement, seront enfin prêts à assumer les conséquences de leurs choix sans plus aucune raison de s'en plaindre auprès de qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes, quitte à devoir rectifier promptement leur erreur, le cas échéant. Cette responsabilisation, gage d'authentique maturité concernant les finalités décisionnelles et la définition subséquente de leurs priorités écologiques, se doublera, au niveau communal ou départemental, d'une liberté d'initiative et d'expérimentation sans précédent, permettant aux solutions les plus pertinentes de faire leurs preuves pratiques
et d'être aussitôt transmise aux échelons supérieurs sans se voir artificiellement et illégitimement bloquée par le moindre intérêt particulier, grâce à un processus démocratique ascendant aux antipodes du centralisme d'État imposé par les minorités électorales d'aujourd'hui. Car c'est à l'échelon communal et départemental que la liberté d'action et d'initiative sera désormais la plus complète et constante, qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé, seule façon cohérente de susciter et d'encourager les meilleures entreprises en matière de protection de l'environnement, d'économie d'énergie ou de promotion des circuits locaux, domaine déjà foisonnant de maintes propositions et autres inventions efficaces qui n'attendent que la liberté de s'épanouir enfin, sans se voir étouffé dans l'œuf par quelque intérêt privé régional ou multinational. En tant que condition sine qua non d'un authentique équilibre écologique permettant de marier à égalité les intérêts complémentaires de notre double nature, de réconcilier à nouveau l'Homo sapiens et son précieux environnement dans une osmose aussi parfaite que possible, la refondation indispensable de nos sociétés humaines implique tout autant le délodisme républicain que sa dimension sociale bi-économique, dans la mesure même où, en devenant bientôt une réalité historique, ces deux principes seront les piliers de la tempérance et de la paix, c'est-à-dire de l'équilibre qui, par définition, évite tout excès ou gaspillage. Comme nombre d'observateurs le pressentent déjà depuis longtemps, la justice sociale et l'équilibre sociétal constituent les préalables indispensables à tout comportement écologiquement sain, du citoyen individuel jusqu'à l'état bien commun, car l'égalité vitale et la sérénité qui en découlent induisent aussitôt la juste mesure d'un bien-être qui n'a plus besoin de trop avoir, grâce à l'abondance du temps libre regagné et de son rythme naturellement approprié. La revitalisation des provinces ou territoires désertifiés par la surcroissance déshumanisée des métropoles mondiales remettra à jour la priorité naturelle de l'environnement immédiat, justifiant la création de millions d'emplois privés ou publics, jusqu'à aujourd'hui interdits ou ignorés par la pseudo-logique de la gestion financière à l'anglo-saxonne, laquelle se nourrit désormais d'une dégradation généralisée sous forme de baisse constante du qualitatif à travers maintes formes de dumping, s'agissant des biens et services publics ou privés, tout comme du mode de vie d'une masse croissante de sous-citoyens réduits au mieux à l'aberration de surconsommer pour surtravailler. De plus, les solutions ou autres projets écologiques par trop technicistes et leurs néo-marchés monopolisés seront désormais triés au regard de leur véritable utilité, non seulement grâce à la prochaine transparence démocratique, mais aussi par la simple concurrence des innovations qui proviendront de certaines communes particulièrement innovantes, dont la créativité économe en matière environnementale pourra compléter, voire remplacer, nombre de stratégies technocratiques nationales ou internationales insuffisantes ou financièrement surévaluées par quelques manœuvres lobbyistes. Les abus les plus préjudiciables à l'environnement, en termes de quantité gaspillée, autant que de choix techniques et organisationnels destructeurs concernant les ressources, les matériaux, les techniques de fabrication ou les réseaux de distribution, sont avant tout le résultat de l'exacerbation croissante des inégalités et des contrastes sociétaux ou internationaux, tandis que, par réaction symétriquement exagérée, on est indûment tenté de remettre en cause d'un seul bloc le principe même de tout développement, en confondant dès lors injustement le nécessaire, le suffisant et le superflu. À l'instar de l'évolution culturelle qui va de pair, les progrès matériels et le vrai confort qu'ils procurent sont souhaitables à l'humanité tout entière, comme le prouve l'empressement de millions de migrants aux portes des pays les plus développés, désireux à juste titre de fuir la pauvreté et la violence asociétale qui l'entretient, sans savoir, hélas, que la paupérisation ravage aussi les pays les plus riches sous l'effet de la dérive ultralibérale. Ce qui doit être urgemment remis en cause, c'est le mécanisme par lequel tous nos choix concrets de production, de distribution et de consommation nuisent en même temps à l'équilibre environnemental et à la paix sociale, dès lors qu'ils n'optimisent pas le compromis toujours nécessaire entre les besoins légitimes des humains et ceux de la Terre qui conditionnent l'existence même, flore et faune comprises. L'obsession du profit par la seule baisse des coûts, si caractéristique de l'antigestion ultralibérale, a précipité une mondialisation fondée sur la concurrence déloyale
de la surexploitation du travail low cost via une délocalisation effrénée, la compression maximale des salaires et de la valeur minutaire comparative des emplois les plus utiles, pour finir par dévaluer jusqu'à la qualité et la durabilité de tous les produits les plus courants, lesquels doivent conséquemment être renouvelés à fréquence toujours croissante, induisant une pollution redondante de l'usine jusqu'à la déchetterie. La fameuse rationalité financière du profit maximal, à l'opposé du bon sens sociétal et environnemental le plus élémentaire, gaspille toutes les ressources terrestres et humaines, détruisant de la sorte chaque forme de vie et d'équilibre auto-renouvelé ou auto-entretenu, attestant le lien d'intercausalité qui unit les conditions de vie socio-économiques et politiques au cadre de vie naturel et humanisé, via le mode de vie qui en découle logiquement. À titre d'exemple, les besoins vestimentaires ne sont plus satisfaits, pour la majeure partie des consommateurs, qu'en achetant quasi hebdomadairement des sous-produits fabriqués par des milliers d'adultes ou d'enfants en situation de quasi-esclavage, selon des procédés nocifs pour la santé et préjudiciables à l'environnement au point d'être interdits en Europe, à des distances impliquant un transport polluant assuré par les néo-galériens de la logistique optimisée, et pour une utilisation frisant le non-sens du jetable après 2 ou 3 passages en machine. Pire encore, comme a pu l'attester la disparition quasi totale et immédiate de l'industrie textile française, sitôt le libre-échange établi comme règle du jeu mondialiste, et ce, dès avant la fin du siècle dernier, cette triste économie de la chaussette jetable, du polo qui peluche et du t-shirt qui se décolore au premier lavage va de pair avec l'emballement du rythme de travail des uns, le chômage total des autres, et une déstabilisation fatale des prix via la jungle tarifaire des marques, sous-marques et autres promotions ou soldes, pour aboutir à une vaste braderie permanente encouragée par des circuits commerciaux de plus en plus opaques et complexes, avec la bénédiction de l'OMC et de la Commission européenne, s'agissant ici du cas français qui concerne ces pages en tant qu'exemple à ne pas suivre encore, en l'occurrence. Pour pousser la réflexion plus loin, on comprend aussitôt que si l'industrie textile française n'avait pas été sacrifiée aux intérêts des plus grandes multinationales de cette époque, elle produirait en priorité pour le marché dit national, selon une cohérence de coût du travail et des matériaux ou autres options techniques propres au marché européen, en exportant vers des pays à niveau de développement compatible, sur la base de prix dès lors plus élevés, mais en assurant des emplois locaux et régionaux et un équilibre de salaire ou de pouvoir d'achat tiré vers le haut via maint progrès technique, et ce, malgré le respect croissant de l'environnement. La cohérence pyramidale et prioritairement localiste qui correspond aurait sauvé les bassins de l'industrie textile française et préservé au maximum l'environnement local et planétaire par la même occasion, évitant la surexploitation des usines du monde asiatique en même temps que la paupérisation et l'inégalité croissante qui délitent le tissu social et politique d'une nation devenue dépendante sur l'essentiel de ce qui fonde la souveraineté. Il est visible que la mondialisation heureuse de nos élites répand les miasmes de la financiarisation à outrance dans tous les domaines les plus cruciaux du quotidien, jusqu'à empoisonner la santé des peuples par l'alimentation industrielle, générant par ailleurs des conséquences migratoires et interculturelles totalement improvisées sur le fond gris-brun de contradictions sociales et politiques devenues intenables. Loin de vouloir se remettre en cause, la petite minorité des grands sachants et autres décideurs préfère laisser dériver notre vaisseau planétaire vers les récifs d'une violence exacerbée, à la fois civile et internationale, avec le plaisir de toujours plus diviser pour mieux régner, non sans surprofiter au passage des dividendes produits par les marchés opportunistes et si vainement palliatifs de la santé, de la sécurité et de l'armement. Cette vaste évolution régressive, déguisée en progressisme, n'est qu'un contresens absolu, révélant à quel point la redéfinition de nos sociétés, indûment privatisées bien au-delà du minimum-maximum, impose une constitution délodiste de toute urgence, dont la traduction sociale par la bi-économie sera à même de restaurer, en même temps que l'équilibre société-individu ou égalité-liberté, les vraies conditions d'un développement raisonnable du point de vue écologique. Dans la mesure où déjà les pays émergents, tout comme les plus développés,
sont en hypertension de surcroissance artificielle et largement embourbés dans l'impasse d'un faux marché libéral, la marche arrière d'une forme ou une autre de décroissance mesurée sera bel et bien indispensable, à la manière du refroidissement urgent d'une centrale nucléaire en pleine surchauffe. Mais le seul cadre possible pour assurer une cohérence aux priorités politico-écologiques de l'avenir ne peut être que délodiste, afin de toujours respecter la préférence majoritaire sur la base pragmatique de l'expérimentation locale, tandis que de son côté socio-économique, seule l'égalité minimale de la garantie citoyenne, concrétisée par un revenu universel minutairement équilibré par le minimum-opti maximum, pourra gommer à jamais tous les abus comportementaux préjudiciables à l'environnement, tant immédiat que planétaire, et éviter les injustices sociales aggravées par chaque mesure de serrage de vis ou de ceinture à finalité écologique. Dès lors, la décroissance optimisée s'observera en particulier sur les rayons des magasins du futur, à travers la réduction d'une fausse variété de produits surdéclinés et standardisés, de denrées alimentaires insipides et autres tocs électroménagers aux gadgets encombrants, sachant que grâce au contrôle citoyen sur la qualité du vital, l'éventail des choix possibles s'auto-réduira à une différenciation raisonnable, basée sur des produits de bon goût ou de fiabilité garantie dès le bas de gamme. Mieux encore, le retour d'une proportion croissante de produits locaux, régionaux ou nationaux dûment créateurs d'emplois sera le résultat de la revitalisation des territoires tout en remplaçant la surabondance actuelle si déroutante et son honteux gaspillage de stock par le juste éventail de produits au meilleur rapport qualité-prix possible et respectueux envers les consommateurs, tant il apparaît que la liberté s'embarrasse à mesure que le choix s'élargit. Le double rééquilibrage des présentes réflexions sera vu comme une décroissance par tous ceux qui sont tentés de confondre croissance technico-économique et progrès socio-culturel, alors que depuis déjà des décennies, même les sociétés les plus avancées du globe payent leur surcroissance sous forme de dégénérescence et de décadence, au point que les pires dérives politiciennes sont désormais à craindre, y compris celles de démocratures devenues contraires à leurs propres principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Autant dire que tout esprit un tant soit peu lucide face aux enjeux écologiques du développement ne peut qu'adhérer pleinement au délodisme bi-économique, en tant que seule issue pacifique et surtout durable, envisageable pour demain. C'est bien là l'avantage sans précédent des solutions présentées dans les volumes 1 et 2 des Tempérants, dont la complémentarité tient pleinement compte du lien unissant nos modes de vie à notre environnement terrestre, et ce d'autant plus que le principe du localisme ou de l'équilibre pyramidal le plus proche permettra désormais de faire le meilleur tri possible entre la différenciation régionale des modes de vie en fonction des ressources disponibles et la généralisation des solutions les plus universelles, dans le respect continu du principe d'économiser autant qu'il se peut toute la nature, vie humaine comprise. Dès lors peut-on affirmer, sans même multiplier inutilement les exemples ou les références, que l'attente impatiente et justifiée de tous les citoyens conscients de l'urgence d'une priorisation écologique vient enfin de trouver dans ces pages sa réponse systémique, à la fois politique et socio-économique, grâce au binôme si prometteur de la constitution délodiste et de sa cofondation bi-économique, seule façon rationnelle de susciter un courant continu et écologiquement vertueux entre le local et le national, et par conséquent, entre l'international et le mondial. Car de la sorte tous les enjeux planétaires afférents se résoudront à la source en respectant la logique verticale ascendante de l'origine des erreurs, abus, incohérences, violences et autres injustices que toutes les formes de surdomination cumulative font simultanément subir à la nature et à notre humanité. 5. Perspective scientifique. Avant de considérer les tenants et aboutissants d'ordre culturel des innovations tempérantes exposées jusqu'à présent, objet du livre 3 des réflexions, il est bon, en conclusion de ce volume 2, de s'interroger sur l'intérêt proprement scientifique du principe bi-économique et de son mode de calcul minutaire. Les observations de ce tome essentiel, en développant plusieurs concepts fondamentaux aboutissant au schéma prometteur d'une solution en tout point optimale, qui plus est, confirmée par la loi de l'équilibre bisphérique tendanciel, permettent à la pensée économique de s'enrichir d'une dimension sociale objective
sur la base du calcul minutaire et de la parité interdomaniale intégrale à respecter et répartir entre tous les citoyens, en tant qu'expression de notre double nature et fondement d'une démocratie socio-économique optimale et indéfiniment apaisée. Loin de réduire le social à la seule minutée ou valeur biologique du temps vécu et échangé par chacun d'entre nous, ce que compléteront bientôt les réflexions culturelles, le fait d'intégrer ce paramètre évident comme seule et unique unité de mesure universelle permet à la science économique de relier enfin tous les agrégats sociaux et historiques qui en font l'objet, offrant une nouvelle pertinence d'analyse et surtout les moyens pratiques, via un mode de calcul plus exhaustif et significatif que jamais, de comprendre et de modéliser à l'avenir la réalité de toute communauté dans ses fonctions matérielles et toujours nécessaires de production, de distribution et de consommation, sous l'aspect crucial de la répartition sociale. Paradoxalement, les concepts développés dans les chapitres précédents, en intégrant par ce biais le social, rendent le calcul scientifique enfin réaliste, au point de permettre très bientôt à chaque citoyen non seulement de vivre et de s'épanouir professionnellement sans nuire aux équidroits fondamentaux et objectifs de ses compatriotes, mais plus encore d'évaluer à tout moment sa situation personnelle du point de vue socio-économique. Ainsi, l'éclairage total autorisé par la biéconomie minutarisée révèle au grand jour tous les liens de la fameuse interdépendance croissante qui définit une société avancée. Et chacun, du plus simple citoyen lambda au chercheur érudit et spécialiste en biéconomie, pourra désormais étudier les futurs chiffres, graphiques et autres données socio-économiques en parfaite transparence, puisque la valeur minutaire de référence sera toujours traduisible en une portion précise de durée de vie humaine, de valeur objective invariable, tandis que chaque distorsion repérée par analyse comparative avec les valeurs historiques, financières ou monétaires du paramètre considéré n'en sera que plus révélatrice. La redécouverte de la valeur du temps via la minutée, comme n'importe quel postulat par définition indémontrable, ne peut acquérir sa validité que par l'expérience, et en l'occurrence par l'expérimentation historique qu'elle autorisera très bientôt sous l'ère délodiste, et plus encore biéconomique, qu'appelle urgemment la situation actuelle de la quasi-totalité des peuples de la Terre. Comme dans toute évolution de la connaissance, a fortiori scientifique, seule la confirmation de l'utilité effective de chaque découverte ou invention peut justifier a posteriori le choix du postulat sous-jacent. Or, le moins que l'on puisse dire, avant même ladite application ou démonstration historique, est que toutes les observations des chapitres précédents, à travers leurs analyses sous le prisme nouveau de la biéconomie minutarisée, constituent la meilleure garantie de progrès sans précédent, tant concernant les sciences sociales que la réalité socio-économique et politique. Cela dit, le propre d'une découverte d'envergure est de ressembler à une lapalissade, tout comme l'invention ou l'innovation qui en résulte paraît dès lors couler de source à la façon d'une évidence logique, à l'instar de l'apparente simplicité de la première loi d'Isaac Newton, laquelle stipule en effet que tout corps en mouvement continue de se mouvoir, sauf si quelque chose l'arrête. Ainsi, la science ne fait-elle que nommer la réalité en la redécouvrant, puis en distinguer les éléments pour mieux en comprendre l'ensemble, seule façon logique d'en respecter les lois pour quelque futur avantage matériel ou culturel. Il est donc rappelé ici que le postulat minutaire est une façon de redécouvrir, en la formulant explicitement, une évidence aussi incontournable que 2 plus 2 égale 4 en base 10, et même si toute science ou connaissance peut se voir relativisée selon les perspectives infinies du temps et de l'espace, entre les extrémités de la physique quantique ou subatomique et de la macrophysique interplanétaire, le propre de la minutée vécue est de correspondre à 100% à l'échelle intermédiaire humaine, socio-économique et écologique propre à toute vie évoluant à la surface de la croûte terrestre. C'est donc sa cohérence dimensionnelle qui procure à une telle évidence, simultanément objective et historique, sa pertinence de base scientifique, dans le sens de validité en tout lieu et à toute époque. En tant qu'innovation conceptuelle, la biéconomie minutarisée est donc beaucoup plus qu'une simple évolution d'ordre idéologique, voire éthique ou morale, dont la rationalité accrue justifierait l'adoption historique dans un proche avenir.
en réponse aux échecs si douloureux de l'humanité. Comme les économistes et statisticiens pourront bientôt en faire la vérification par eux-mêmes, il s'agit en l'occurrence d'une avancée scientifique majeure propre à objectiver, et donc à démystifier, les relations socio-économiques, à l'instar de la constitution d'Élodiste envers les relations politiques, ce qui aura pour conséquence de rendre plus réalistes que jamais les calculs, les recherches, les descriptions et autres simulations d'un objet socio-économique rendu mesurable par la minuté, pour la gestion de l'équilibre minimum-maximal sans lequel toute pyramide sociétale est promise à l'effondrement le plus violent. Ainsi, un nouvel instrument de mesure pourra-t-il se mettre curieusement au service de la paix et de la justice, tant il est vrai que cette dernière suppose la justesse et la précision d'un calcul exhaustif, rendu enfin possible par l'analyse minutaire, seule façon de réunir objectivement les échelles micro- et macroéconomiques grâce à la dimension sociale du temps biologique élémentaire. Le bond théorique autorisé de fait par cette nouvelle approche aura pour corollaire le progrès technique de l'équation biéconomique qui lui correspond en tant que seule solution d'équilibre respectant la double nature, minutairement objective et sociétalement historique, de notre condition terrestre et écologique, dans le sens précisément complet de ce dernier terme. Par ailleurs, les spécialistes des sciences sociales devraient voir leurs frontières fusionner progressivement en tant que biéconomistes, mais aussi socio-économistes, voire bioéconomistes, aptes à inclure le calcul minutaire dans une discipline plus pertinente que par le passé, et ce, dans la mesure où l'interdépendance des sciences humaines se trouve avant tout déterminée par l'omniprésence des enjeux discutés dans ce volume 2, au point que nombre de sous-disciplines sont nées de la complexification des rapports humains, faute d'avoir pu résoudre la fameuse équation sociétale qui a occupé cet ouvrage. Ainsi peut-on déjà deviner que la dite biéconomie minutarisée changera non seulement le cours de l'histoire humaine la plus concrète en pacifiant les rapports socio-économiques à tous les échelons de nos sociétés, mais plus encore le cap d'une nouvelle pensée de l'humanité sur elle-même, tant scientifique que philosophique, en ouvrant aussi des perspectives de recherche toujours plus prometteuses en résultat. Une telle évolution des connaissances à venir est d'autant plus certaine que chaque science dite humaine, de la psychologie à l'histoire en passant par la sociologie, implique les ressorts les plus essentiels de notre condition ou pesanteur terrestre individuelle et collective, autrement dit socio-économique. Plus concrètement, et sur la base des principes mis en relief dans cet ouvrage, les biéconomistes auront pour tâche essentielle de vérifier, de façon historiquement actualisée, la pertinence des assertions chiffrées intuitivement tout au long des chapitres qui précèdent, non sans ajuster factuellement les calculs nécessaires aux circonstances correspondantes. Les études socio-économiques à venir permettront sans aucun doute de confirmer la thèse de l'équilibre minimum-maximal, en révélant chiffres en main à quel point cette partition interdomaniale à 50% brut est la seule façon de gérer une socio-économie sans gaspillage, ni aucun effet destructeur. Les analyses minutaires comparatives permettront aussi de situer les paliers techniques au-delà desquels telle décision stratégique ou tel comportement individuel ou collectif en apparence rationnel devient nocif des points de vue systémiques et objectifs, ce qui guidera plus judicieusement que jamais les décisions politiques du futur en la matière. Par ailleurs, et grâce à la minuté, les chercheurs seront enfin équipés de la seule unité de mesure directe et comparative de fiabilité universelle et intemporelle totale pour développer de nouveaux modèles prévisionnels dont les conclusions gagneront d'autant en pertinence et réalisme, tandis que d'autres esprits plus abstraits pourront se régaler de théories des jeux et autres fins schémas prospectifs enfin connectés à une réalité historique objectivée. Les progrès des logiciels de calcul et la puissance croissante des algorithmes, tout comme l'actuel développement de la 5G, dont l'utilité nouvelle coïncide étrangement avec les innovations socio-économiques ici proposées, sont autant d'instruments qui permettront de visualiser de plus en plus clairement les rouages purement techniques de nos sociétés, à condition de tenir enfin compte du calcul minutaire, seule et unique expression chiffrable de la dimension sociale minimale impliquée par l'interdépendance économique. En extrapolant quelque peu, il est très probable qu'avant longtemps,
on puisse observer les contraintes socio-économiques matérielles et calculables sous forme de résumés exhaustifs en 3 dimensions, sans oublier l'enrichissement des observations sur le temps que des analyses dynamiques minutarisées rendront forcément plus respectueuses de la réalité. Ainsi peut-on raisonnablement anticiper d'incroyables progrès scientifiques induits par l'intégration totale ou la transposition de la minutée et du principe bi-économique aux finalités et aux moyens que toute science suppose, ces découvertes correspondant pour l'heure à la saine décrispation des relations socio-économiques par la compréhension la plus objective de notre double nature, pour le bien suprême de la paix. Il résultera de cela, via les progrès induits des diverses sciences appelées humaines, la possibilité technique de mesurer de plus en plus exhaustivement l'ensemble des données sociétales utilitaires, et ce, indépendamment des données proprement éthiques relevant des choix politiques ou comportementaux, individuels ou collectifs, sachant que ces derniers seront tout autant éclairés par la conscience bi-économique que libérés par leur expression délodiste. Les puissants ordinateurs, sans doute quantiques, du futur, pourront bientôt tenir compte de l'ensemble des paramètres mesurables en matière socio-économique, permettant de figurer en diagramme la totalité des interdépendances d'un système ou sous-système donné, ce qui, joint au progrès délodiste et à sa gestion bi-économique, rendra possible d'ajuster au mieux l'équilibre du sommet pyramidal de chaque société humaine, tandis que l'universalité de cette évolution tempérante sera à terme le meilleur moyen de lisser, d'apaiser et d'unifier objectivement toutes les relations internationales, au fur et à mesure que les humains devenus éco-citoyens comprendront l'efficacité inégalable de ce mode de gestion sociétale exhaustive. Les frontières artificielles s'en trouveront ainsi peu à peu redessinées de façon non seulement économiquement, mais aussi écologiquement plus cohérente, en respectant enfin, par intérêt mutuel bien pensé et de faits calculables, la priorité de l'égalité minutaire sur la liberté de la différence culturelle, la première étant aussi universelle que la seconde est contingente. Toujours du seul point de vue macroéconomique indispensable pour pouvoir apprécier un équilibre sociétal, national ou planétaire, les spécialistes et techniciens de la finance et de la gestion monétaire seront contraints de progresser dans le sens de l'intérêt général, définissant, à l'échelon de chaque économie, aussi bien qu'en contexte de relations internationales, les rouages simplifiés et assainis d'un système à tout le moins public, enfin efficace, énergie économe si l'on ose dire, et mise en cohérence avec la réalité minutaire. Dans le domaine finalement très arbitraire des usages monétaires, bancaires ou financiers, pseudo-dettes comprises, les astuces imaginatives et autres mécanismes, jusqu'ici mis en place pour servir en premier le surprofit, la spéculation et l'évasion fiscale la plus opaque, devront se recycler bon gré mal gré en solutions techniques publiquement transparentes, traçables et universelles, à tel point que l'unité minutaire finira tôt ou tard par devenir la seule devise mondiale pratique, fiable et de cours constant, en tant que référence de valeur absolue indépendante de toute subjectivité locale ou historique, jusqu'à s'imposer très logiquement comme l'unique monnaie d'échange planétaire faisant pleinement sens. De leur côté, les historiens pourront aussi enrichir leurs études futures grâce à l'apport capital de la minutée, non sans en profiter pour éclairer d'un jour nouveau les aléas sociétaux de l'histoire via l'analyse bi-économique, laquelle aidera à expliquer, en reconstituant les fragiles équilibres des minimopti-maxima du passé, les causes les plus profondes de l'effondrement de telle ou telle pyramide. Les archives disponibles se verront plus utiles que jamais pour quasiment recréer les rouages socio-économiques des sociétés perdues au fil du temps, sous l'angle innovant de la comparaison avec l'équilibre bi-économique, et sur la base d'une valeur minutaire pertinente, quelle que soit l'époque considérée. Toujours en matière de recherche et de compréhension globale des relations socio-économiques, le gigantesque chantier analytique qui s'offre aux chercheurs, statisticiens et autres comptables aura pour noble objectif d'aider les citoyens délodistes à définir plus efficacement que jamais les multiples budgets des collectivités nationales, régionales et communales, tandis que l'efficience de leur priorisation sera totalement justifiée et garantie par la préférence citoyenne majoritaire. L'analyse minutaire s'avérera des plus utiles en la matière,
tant pour mesurer plus objectivement la nécessaire productivité de la moindre tâche locale que pour déterminer les limites, les paliers et autres proportions à respecter afin d'éviter qu'en matière d'administration publique en particulier, des choix supposément vertueux deviennent nocifs. Enfin, la simplification sans précédent, induite par l'universalité de l'analyse minutaire et par la partition-répartition fixe à 50% brut des richesses sociétales, permettra d'économiser au mieux toutes les ressources disponibles, en effaçant définitivement les complications si ingérables dues aux monosystèmes confus qui auront précédé cette évolution ô combien historique. Plus spécifiquement, et à une échelle volontairement sectorielle, l'intérêt de certains spécialistes se portera sur telle ou telle filière de produits ou telle strate sociétale choisie, en s'aidant plus que jamais de l'analyse minutaire comparative pour décrire les véritables échanges de valeurs objectives et leurs contrastes par rapport à la réalité historique du moment, permettant ainsi de définir sans biais idéologique les multiples rouages intermédiaires qui conditionnent la forme et la santé variable de nos léviathans socio-économiques. La valeur des produits et services, dérivée d'une valeur du travail toujours traduisible en minuté, prendra un nouveau sens propre à développer la compréhension la plus explicite possible des relations socio-économiques, et plus encore de leurs effets éventuels d'inversion de rationalité en fonction de certains paliers ou de certaines proportions critiques. Les futurs chercheurs et analystes auront l'occasion de progresser spectaculairement dans leur quête de savoir, en trouvant au passage les conditions d'une nouvelle utilité sociale, dans le noble but d'améliorer sans cesse la qualité de leur société humaine, au lieu d'être contraints de décrire et de justifier les aberrations d'un monosystème historiquement à bout de souffle, et de théoriser à grand-peine des fictions comportementales qui sont tout sauf un objet scientifique. Si une comparaison s'imposait ici, ce serait celle de la pomme de Newton, dont la chute, pourtant révélatrice d'une loi fondamentale, cause de fait une tavelure et un pourrissement précoce sur le fruit, une fois ce dernier tombé à terre. Trop de recherches futiles semblent en effet se concentrer sur la pomme elle-même et sa déliquescence accélérée en guise d'objet scientifique, au lieu d'essayer de voir plus haut et plus loin, en élevant leur nécessaire interrogation bien au-delà de la branchette qui retenait ce fruit doublement symbolique. Grâce à la nouvelle base conceptuelle proposée dans ce livre 2, les bi-économistes pourront enfin intégrer la dimension sociale dans son aspect le plus directement mesurable, sans en réduire l'universalité ni la fixité de valeurs objectives, pour acquérir un rôle majeur dans l'évaluation des richesses annuellement produites, mais aussi, et surtout, des moyens disponibles au domaine public afin d'assurer la cohérence sociétale la plus permanente qui soit. Cette coopération transparente entre science et politique permettra de définir le plus rationnellement possible le niveau historique concret de l'impôt participation de chacun et, sur la base des priorisations citoyennes majoritaires, la valeur et le contenu évolutif du revenu universel, de la garantie citoyenne, responsabilité désormais constitutionnelle de l'État et des communes en démocratie réelle, c'est-à-dire politique et socio-économique, la dimension culturelle restant à explorer dans le prochain livre des tempérants. Plus original encore, et à l'échelon microéconomique de chaque adulte, la transparence autorisée par une gestion enfin complétée sur l'essentiel aura pour effet de mettre en lumière une situation personnelle dérivant pour sa première moitié de la citoyenneté égale et universelle assurée à tous par la garantie citoyenne du revenu universel et pour sa seconde moitié de l'implication particulière de chacun dans le cadre du domaine privé, quel que soit le secteur considéré. La conscience d'être citoyen solidaire au sein de l'onde sociale ou sociétale n'en sera que plus fortement ressentie, concrétisant l'équivalent d'une république démocratique enfin biologiquement incarnée via la minutée, tandis que symétriquement, l'évaluation personnelle de la trajectoire volontaire et méritée de chaque individu particulier, à la fois unique et irremplaçable, deviendra objectivement calculable en tant qu'expression d'une liberté enfin pleinement assumée. La distinction effective et mesurable de notre double nature, du moins matériellement socio-économique, s'exprimera désormais de façon totalement explicite au cœur de chaque expérience individuelle, sans plus jamais en mélanger indûment les deux moitiés si complémentaires.
ni empiéter sur les droits vitaux de qui que ce soit, ni surtout entraîner les mortifères déséquilibres sociétaux qui en découlent immanquablement. De plus, et par contraste on ne peut plus éclairant vis-à-vis des multiples situations individuelles propres aux économies d'aujourd'hui, les innovations conceptuelles et techniques qui précèdent pourront aider chacun à comprendre et quasiment visualiser les aspects spécifiques de sa propre condition sociale prétempérante, avant toute réforme délodiste et biéconomique, en prenant déjà conscience d'être surdominé, dominé, à l'équilibre, dominant ou surdominant, directement ou non, ainsi que dans quelles disproportions précises, et ce, en tenant bien compte des prélèvements obligatoires et autres allocations par simple comparaison avec le repère du revenu universel potentiel et de son équilibrage minimum-maximal, et plus précisément encore par rapport au double exact du montant correspondant, ce que certains apports du 4e livre de ces réflexions rendront très facilement calculables, quel que soit le pays ou la société considérée. Toute personne socio-économiquement inactive et recevant une forme ou une autre de subvention se trouve en situation de privilège relatif équivalent à un vol passif de ressources sociétales communes, dont d'autres citoyens subissent inévitablement les conséquences sous forme de spoliation en valeur argent et valeur temps, et la situation illégitime correspondante ne peut dès lors se corriger qu'en participant au service de la collectivité sur la base d'un emploi compensatoire minimal à mi-temps géré par la commune locale, en contrepartie du revenu universel garanti. Inversement, et à l'instar des personnes morales, tout adulte plus fortuné, actif ou non, ne participant pas intégralement au domaine public par le biais de l'impôt participation de 50% brut sur ses revenus historiquement ajustés quant à son montant financier finalisé, se trouve en situation de privilège absolu au prorata de la différence observable vis-à-vis du minimum-maximum, ce qui équivaut dès lors à un vol actif de ressources sociétales communes ou une délinquance socio-économique, de fait volontaire ou non, impliquant aussitôt l'exploitation illégitime de la vie et du travail d'autrui, quelles que soient les conditions légales du lieu et de la période considérée. Entre ces deux situations, chacun pourra aisément s'évaluer dans sa dimension socio-économique stricto sensu, sitôt déterminer le niveau sociétalement objectif du revenu universel garantissant la citoyenneté et la démocratie dans leur dimension vitale. L'obligation constitutionnelle de répartition minimale équitable entre tous les éco-citoyens adultes d'une même entité sociétale suffisamment souveraine, fondée sur l'évaluation minutaire, minimum-maximale et bi-économique la plus rationnelle qui soit, et sur la base de droits et de devoirs vitaux minutairement identiques, permettra bientôt d'actualiser constamment l'équilibre objectif en valeur historique, en maintenant en parfaite transparence les conditions de la justice et de la paix, sociale autant que politique. L'apaisement des relations socio-économiques ira de pair avec la simplification maximale des rouages publics, en particulier s'agissant des besoins, des dépenses et autres énergies gaspillées dans la complexité aberrante des impossibles et confus rattrapages qui plombent encore nos sociétés et en aggravent inexorablement les déséquilibres. Au contraire du gâchis écologique et sociétal ultralibéral, la solution biéconomique, associée à son cadre délodiste, apparaît comme la seule réorganisation possible du désordre empirique de l'histoire, via le classement enfin logique des domaines publics et privés et la prise de conscience collective de leur nécessaire complémentarité, fonctionnelle autant qu'humaine, sur la fondation objective de la minuté universelle, afin de rationaliser socialement nos relations économiques et de faire la paix une bonne fois pour toutes, en arrimant cette dernière à la justice minimale qui en forme la condition première. Cette simplification, clarifiée par un calcul exhaustif intégrant ainsi notre dimension sociale par la prise en compte du temps biologique propre à toute existence, créera et maintiendra les conditions optimales de la modération écologique de toute croissance ou évolution future. Seule solution systémique pour sauver simultanément la planète Terre et l'humanité qui en est responsable. Au final, la résolution biéconomique de l'équation posée au tout début de cet ouvrage promet une révolution pacifique des idées et des comportements sociaux qui fera date dans l'histoire planétaire, avec un avant et un après sans commune mesure en termes de qualité de vie, tant individuelle que collective,
tandis que les vrais leaders et autres premiers de cordée de l'avenir pourront désormais se regarder dans leur miroir avec la fierté de faire évoluer l'ensemble de leur société humaine dans le respect absolu de leur propre nature individuelle, en devenant la source respectable d'un ruissellement enfin objectivement dosé et justement plus généreux que les gouttelettes jusqu'à présent concédées. Dans leur propre secteur d'activité, qu'il s'agisse d'initiatives sociales, économiques ou culturelles, ces citoyens plus chanceux ou plus méritants que d'autres seront plus que jamais le fer de lance du progrès, en ayant à la fois le plaisir et le privilège d'orienter l'histoire désormais positivement, mais force est de préciser qu'ils deviendront d'autant plus nombreux que tous les citoyens seront désormais libérés de la pesanteur qui nous a jusqu'à présent divisés depuis la nuit des temps. Dès lors, le ruissellement équilibré des dettes et bienfaits sociétaux de chacun, dûment universalisé par la seule proportion objectivement graduable, justifiera enfin l'authentique richesse privée d'un libre choix généralisé et légitimera un pouvoir d'influence hiérarchique intégralement fondé, permettant à ces dominants tempérants de devenir des exemples à suivre pour tous ceux qui pourraient se sentir en manque d'émancipation. Alors seulement, la société tout entière sera comme aspirée par ses inspirateurs, littéralement tirée vers le haut via une humanisation supérieure, enfin dépourvue d'effets pervers, tandis que les violences et autres injustices socio-économiques vitales auront bel et bien disparu, faisant percevoir l'histoire de notre mauvais temps actuel comme la préhistoire de la véritable humanité, celle de l'homo tempérance. Février 2021.